Bonjour Pauline Loques, vous êtes cinéaste et votre premier long métrage, Nino, vient d'être présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, où Théodore Pellerin, l'acteur principal, y a remporté le prix de la Révélation. Tout à fait, bonjour. Bonjour Mathieu Thiel, vous êtes scénariste, réalisateur et producteur au sein de CAF Film, et vous êtes aussi coordinateur d'éco-production depuis 2022. Vous avez notamment travaillé sur des films comme Le roman de Jim des frères Larieux, Maigret de Pascal Bonitzer, qui est en ce moment même en post-production, et la série Alex Hugo. Absolument. Entre autres. Et bonjour Jean-Marie Larieux. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé avec votre frère Arnaud beaucoup de films, notamment La Brèche de Roland, Peindre ou faire l'amour, des comédies comme Voyage aux Pyrénées ou 21 nuits avec Paty, et dernièrement le roman de Jim qui a reçu le prix EcoProd à Cannes en 2024. C'est ça. Pauline, peut-être on va commencer avec toi. Est-ce que la démarche éco-responsable de ton film, donc Nino, est venue de toi, de la production? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé ensemble? Voilà, quelle était un peu la première prise de conscience à ce niveau-là pour le film? Je pense que le mot d'éco-production, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est mes directrices de production, Cécile Rémy-Boutan, Constance Pinchena, quand je les ai rencontrées pour voir si ça allait fonctionner entre nous, je dirais quoi, 3 mois avant le tournage. Elles sont arrivées avec, c'était une condition sine qua non en fait. On travaille comme ça, c'est-à-dire que nous, on a le label EcoProd sur tous nos films et on pense que c'est vraiment un film qui s'y prête. Donc évidemment, ça m'a intéressée. Voilà, pour être honnête, je ne savais pas que ça existait. C'est mon premier long métrage et tout ça. J'ai fait le premier court métrage un peu à l'arrache. Donc je ne savais pas qu'il y avait des films qui avaient ce label-là. Et donc c'est elles qui ont amené en premier ça et tout ce qui en a découlé. Mais évidemment, on a construit ensuite tout ça ensemble. Est-ce que cette demande, donc, puisque c'était quasiment une demande sine qua non de vos directrices de production, est-ce que ça a généré une excitation, une curiosité ou des craintes? Non, moi plutôt une excitation parce qu'elles m'ont dit il y a un peu de contraintes et j'ai dit ah trop bien, j'adore ça. Et donc du coup et puis ça me semblait pas complètement hors de portée parce que déjà j'ai l'impression que dans mon écriture, déjà même quand je commence à écrire, c'est une écriture un peu fauchée déjà et un peu sobre. Donc déjà ces contenus, je sais très bien que mon esprit peut pas divaguer vers des choses qui sont pas faisables ou pas forcément décentes pour la planète. Donc non, je me suis dit ah oui, c'est intéressant. Après je me suis dit ah, on est à Paris quand même. Voyons comment ça c'est un film qui se tourne à Paris. Voyons comment ça va se traduire. Est-ce que vous aviez une conscience écologique personnellement, vous, avant de devenir cinéaste, ou en tout cas avant de faire ce film? Oui, à ma toute petite échelle, mais c'est sûr que je me suis pas dit comment ça. Ah non, pas l'écologie sur le film. Ça m'a vraiment interrogée de me dire sur quel levier on peut. Alors voilà, moi je connais mes leviers personnels de vie dans mon quotidien avec mes enfants et tout ça, mais comment sur un film, sur cette industrie-là, ça peut agir. Ouais, j'étais curieuse de découvrir. J'ai découvert plein de choses. Vous aviez justement un éco-référent, une éco-référente sur le film? Oui, absolument, Constance, qui c'était aussi une condition sine qua non à l'embauche des gens. C'est-à-dire qu'on leur disait, si tu veux travailler avec nous, alors, il faut que tu saches qu'on a un label EcoProd. Alors, il y a certains postes, j'imagine, c'est plus, tu connais ça bien mieux que moi, mais plus contraignant que d'autres. Mais c'est vrai que quand on dit à une chef-op... on a un label EcoProd, quand on dit les costumes. Donc, et en lecture technique, il y a eu un petit speech là-dessus pour expliquer que ça allait être une donnée importante dans notre processus de fabrication. Et voilà, ça c'était ma question. Est-ce que du coup, quelles ont été les étapes au début, c'est-à-dire effectivement, est-ce que vous avez fait une lettre à l'équipe, une réunion avec l'équipe, et quelles ont été les réactions? Il y a eu une lettre, il y a eu un mail à l'équipe au départ. En tête-à-tête, je pense, quand elles ont engagé les gens, administrativement, il y a eu un petit discours là-dessus. Et ensuite, à la lecture technique, il y a eu vraiment, je ne sais pas si c'est un protocole, je ne sais pas si c'est toujours la même chose qui est dit ou pas. Bon, en tout cas, il y avait des exigences qui, au départ, étaient un peu la cantine sera végétarienne tant de jours par semaine, il y aura des gourdes pour tout le monde, voilà. Et après, je pense qu'il y a eu un dialogue avec chaque chef de poste
auquel moi j'ai pas assisté. Mais sur les costumes, ce serait bien que ce soit des costumes de seconde main. La lumière, ce serait bien que ce soit du LED. Donc voilà, c'est pas des dialogues auxquels moi j'ai assisté, mais ils ont existé, oui. Et non, alors soit on m'a protégée, on m'a pas dit des éventuelles mutineries qu'il y a eu, mais non, tout le monde. Après, il faut dire aussi, c'est une équipe plutôt jeune, consciente aussi, qui, voilà, beaucoup de jeunes diplômés de la FEMIS ou d'autres, et qui aussi ont à cœur d'intégrer ça dans leur pratique, je pense. Alors Jean-Marie, vous, avec votre frère Arnaud, vous faites des films depuis longtemps qui sont des films qui déjà narrativement sont inscrits dans les territoires, à la montagne, à la campagne. Donc c'est quasiment de fait une conscience écologique. Est-ce que pour autant vous aviez une conscience écologique quant à la fabrication de vos films ? Oui, pour moi le mot est, il est, j'allais dire, comme l'histoire de la prose, quoi. On faisait de l'écologie sans le savoir. J'aimerais que Mathieu parle plus concrètement ce que ça a signifié. Donc on avait le label, j'imagine. Moi je sais que tu étais responsable. Après je peux raconter dans le détail comment. Mais moi j'ai envie de parler de la rencontre avec Mathieu, enfin ce que lui a plutôt, comment il a agi sur le tournage, comment ça s'est passé. Mais est-ce que donc Mathieu Thiel, qui était votre conseiller, voilà. Donc on a appris éco... pour la première fois qu'il y avait un éco-référent, voilà. Mathieu Thiel. Mais donc c'était une demande qui venait de vous, de la production ? Alors absolument pas. D'accord, voilà, c'est ça. Absolument pas. D'où venait cette demande ? Comment est arrivé Mathieu ? C'est vrai que si on part de nous, on a quand même fait très tôt, j'élimine un peu les tout premiers courts-métrages, mais enfin, par exemple, La Brèche de Roland, c'est un film entièrement tourné en montagne, et le matériel se transportait à dos d'homme. Donc on était à peu près 6-7 à l'équipe, et il y avait 4-5 personnes à dos d'homme, plus l'équipe qui portait elle-même. Donc à partir de là, quand on dit... C'est quoi voilà, pour nous, c'était naturel. On tourne en montagne... a priori, on n'y va pas en hélicoptère. On tourne dans le parc national, il faut obtenir des autorisations, donc on ne peut même pas laisser un mégot. Enfin, on avait des gardes qui nous surveillaient pas. Donc, de fait, on a été éduqués là-dedans. Les tournages en milieu naturel aujourd'hui sont beaucoup plus encadrés qu'avant. Est-ce que vous avez remarqué que des choses que, même si vous étiez habitué à ces territoires, à ces milieux naturels, est-ce que vous avez quand même été soudainement conscient de pratiques qui n'étaient pas forcément... Mais nous, on a toujours été conscients que les autres ne les faisaient pas. Voilà. Très clairement, nous, chaque fois qu'on tournait en montagne, de toute façon, il fallait rentrer dans le parc national des Pyrénées. Et on savait que les règles étaient extrêmement strictes. Donc, il fallait que le projet soit admis dans ces territoires-là. Mais par exemple, on savait, et on leur a voulu, pour ne pas le nommer, il y avait d'ailleurs je ne me souviens plus de son nom, enfin, c'était un assistant de Jean-Jacques Hano, qui a fait un long métrage là, dans la vallée de Cotteret, avec Kirk Douglas, qui devait déjà avoir 79 ans, qui jouait une sorte de trappeur canadien. D'ailleurs, je crois que ça ne se passait pas vraiment dans les Pyrénées, dans la fiction. Et la production avait conçu, dans la déco, il y avait des faux rochers un peu partout sur le plateau. Et ces faux rochers n'avaient jamais été débarrassés. Et donc on voyait, c'était les gardes du parc qui devaient... Alors l'image était assez drôle, puisque les faux rochers énormes, ils n'étaient pas très très lourds, mais c'est eux qui devaient se charger de dégager le... Bon, voilà, nous on savait qu'on n'était pas dans ce cinéma-là. Déjà économiquement, et dans la manière... parce que même si on fait du cinéma, on vient même quasi presque du cinéma animalier. Donc... Mais c'est intéressant. Du coup, quand Mathieu est arrivé, c'est plutôt comme une prise de conscience de choses qu'on faisait plutôt naturellement et qui désormais ont un sens. Mais alors, voilà. Comment Mathieu arrive sur le roman de Jim ? Pourquoi tout d'un coup sur le roman de Jim ? C'est une bonne question. Alors, pour la petite histoire, j'ai été imposé par le directeur de production qui s'appelle Ronan Leroy. Et au départ, je pense qu'il m'a plus pris pour la personne que je suis que pour ce que je fais. Parce que c'était encore un métier qui était balbutiant, voire inexistant dans le cinéma. Je crois qu'il y avait eu 2 films où il y avait mon poste avant. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai eu l'impression d'être plus valorisateur que coordinateur de quoi que ce soit, parce qu'en fait, l'équipe des Frères Larieux est à l'image des Frères Larieux, c'est-à-dire
à l'écoute, douce, plutôt vertueuse, plutôt gentille, plutôt mettez les qualificatifs que vous voulez, en tout cas un peu de gauche, on va dire aussi, et humaine. Donc moi, la manière que j'ai eu d'arriver, ça a été par un mail, plutôt drôle, parce que je pense que l'écologie, c'est quand même un truc qu'il faut prendre à la légère, sinon on se fait découper en deux par des chaînes d'information que vous connaissez tous. Et très vite, en fait, ce que j'avais pas du tout prévu et qui a fait que je pense ce prix EcoProd a été gagné, c'est j'ai eu un coup de fil de Karim Leclou, l'acteur principal, qui me dit moi je te suis. Tu fais ce que tu veux, je te suis. Et quand il y a l'acteur principal qui vous suit et quand il y a une équipe douce, sympathique et voilà, à l'image des Larieux, bah, tout se passe plutôt très bien et tout s'est plutôt très très bien passé. Et voilà. C'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que des choses, nous c'est plutôt économique, mais on s'est toujours demandé longtemps comment on pouvait réduire le nombre d'une équipe, pourquoi c'était si lourd, pourquoi il y avait autant de matériel, pourquoi il y avait autant de voitures, pourquoi... Je me souviens la première fois, quand on avait fait Peindre ou faire l'amour, qu'il y avait des acteurs connus, il y avait les carloges. Puis les carloges, c'était énorme. Quand on arrivait sur le plateau, on voyait ces carloges, on ne voulait même pas les regarder tellement ça nous effrayait. Et puis ces carloges étaient tellement lourds qu'ils s'enfonçaient sur le terrain. Donc il avait fallu construire un parking. Enfin, c'était des choses qui étaient un peu démesurées. Donc dans la mesure où il y a tout d'un coup un mot, une direction et un label, tout d'un coup, on peut demander des choses et les exiger. Et c'est pas juste soit une coquetterie, soit une terreur, tout d'un coup, ça rentre dans un cadre. Donc on va dire que nous, ça nous a un peu, tout d'un coup, on aime beaucoup. Alors, en l'occurrence aussi, ça se joue beaucoup avec la déco. Donc, nous, ça a toujours été un enjeu, la déco. On a toujours plutôt aimé... travailler, choisir des lieux qui existent, qui ont une âme, qui même débordent le récit qu'on a écrit. Et selon les lieux, mais quand c'est des lieux naturels, on a travaillé plusieurs fois avec une chef déco qui s'appelle Brigitte Brassard, et qui a une manière de travailler qui même nous va plus loin encore que nous là-dessus, qui regarde les choses, qui fait travailler des gens du coin, et c'est une manière d'ailleurs où le film rentre dans la réalité qui l'entoure. Et ça, c'est assez énorme. Ça, pour nous, c'était naturel. On s'est toujours bien entendu avec Brigitte. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une aubaine pour ce cadre-là. Mais ce qui est bien, c'est que ça définit quand même un esprit qui, désormais, on aurait pu dire « Ah oui, Brigitte, elle est un peu amateur ou elle fait avec des bouts de ficelle. » Mais non, c'est un cadre et c'est une éthique et c'est une manière de faire du cinéma. Alors je me permets de rebondir parce que c'est plus que ça. C'est une leçon, en vrai, de ce que ça peut être les coproductions. Donc Brigitte Brassard, elle a travaillé avec l'ESAT de Saint-Claude. Tout ce qui a été acheté pour le film qui n'a pas été utilisé est resté à l'ESAT de Saint-Claude. Elle a travaillé dans son équipe avec des gens de l'ESAT, donc des personnes en situation de handicap. Il y a dans le film une ruine qui devient une maison. Elle a pris la décision, je pense avec vous, de faire une vraie maison. Et du coup, tous les gens qui ont construit la maison sont de Saint-Claude et des environs. Donc c'était la première fois qu'ils faisaient de la décoration sur du cinéma. Dans la régie corporation, je connais plutôt bien parce que j'y étais. Et cette maison est restée. Ouais, elle est devenue maison des associations. Voilà, c'est formidable. C'est incroyable, mais il y a une sorte de localisme complètement naturel qui a été déployé sur ce film à un point tel que Laetitia Doche était peut-être la plus grosse cliente pendant le tournage de La Librairie de Saint-Claude et Karim Leclou était peut-être le meilleur client de la salle de sport de Saint-Claude. Et ça ne sont que des exemples parce qu'après La Fraternelle où il y a d'ailleurs des bouts de films qui ont été tournés, on a fait un nombre de pots là-bas qui pourraient faire pâlir certains films grand public qui n'en organisent pas assez. Et bref, il y a plein de petites belles choses très humaines. Ça s'est engouffré dans un territoire, mais sans heurter qui que ce soit. Même le régisseur général qui s'appelle Jérôme Ponroy, il a été toujours en ligne directe avec la mairie. On a pu bloquer ce qu'on voulait au moment qu'on voulait, dans le rythme que les Larieux espéraient avoir. Et du coup, toute l'équipe s'est mise au rythme des Larieux, qui sont des garçons besogneux, studieux, qui prennent leur temps. Et on peut dire que le rythme s'est ralenti. Et en ce moment, ça serait pas mal de ralentir un peu de temps en temps, si je puis me permettre.
Donc là, on parle de 2 films qui ont l'air de se dérouler écologiquement, je veux dire naturellement. On sent qu'il y a, il y a une prise de conscience dès le départ de vous, cinéastes. Mais peut-être, Mathieu, tu pourrais quand même nous rappeler ce qu'est un un coordinateur, une coordinatrice d'éco-production, et quels sont rapidement les postes un petit peu clés où s'inscrit ton métier. Alors pour la petite histoire, mon métier vient de drastiquement changer depuis le dernier festival de Cannes, parce que le CNC a annoncé la mise en place d'un truc qui s'appelle le bonus RSE+, qui est une prime automatique de 28 000 € si l'on respecte 28 items, du coup permettant d'obtenir cette prime. Donc au départ, moi, mon métier, c'est de déployer de l'écologie, en tout cas des solutions vertueuses partout où c'est possible. Et moi, j'essaie de toujours faire en sorte que ça soit le moins contraignant possible pour les équipes. Mais donc, il y a, dans les marottes, il y a effectivement soit un plat végétarien par semaine, soit un plat végétarien tous les jours en même temps qu'une off-carnée. Il y a la suppression des groupes électrogènes thermiques sur le tournage au profit des groupes électrogènes sur batterie. Il y a la suppression effectivement de tout ce qui est fast fashion dans la mesure du possible, parce que souvent, en fait, quand par exemple il y a des cascades, ça présuppose d'acheter 10, 12, 20 costumes. Donc là, fatalement, on fait avec les budgets qui nous sont octroyés, de privilégier la seconde main pour tout ce qui est possible, de redonner, revendre ou stocker dès que c'est possible. Donc c'est une espèce de circularité des choses et de réutilisation pour d'autres films. Donc mettre les ressourceries dans la boucle, tout ça. Donc ça, c'était mon boulot au départ. Donc c'est-à-dire essayer d'être le moins contraignant mais le plus vertueux possible. Maintenant, le périmètre s'est élargi, le poste pas encore, mais en gros, dans ce bonus RSE+, si on veut l'obtenir, il est question de bien-être animal, il est question de respect de la biodiversité, il est question d'inclusion, ce qui présuppose l'emploi de personnes issues des minorités telles que l'État français les reconnaît, il est question de parité, ce qui présuppose 40% minimum de femmes, soit dans les équipes dirigeantes, soit dans l'équipe dans sa globalité, ce qui présuppose toute une formation, soit sur les questions écologiques, soit sur les questions de veille au VMSS, donc les violences morales et sexuelles. Enfin, ils ont enlevé le M, je pense que j'y reviendrai parce que c'est important que le M y soit. Bref, il y a toute une sorte de panoplie de vertus qui se sont imposées grâce au CNC. Je les en remercie d'avoir fait ça parce que du coup, ça va mettre du sens vraiment fatalement dans notre métier. Je dis fatalement parce qu'on a quand même eu une commission d'enquête qui a duré plusieurs mois, voire une demi-année, où il a été question de beaucoup de choses. Et là, peut-être qu'on est le premier secteur industriel à se mettre dans une sorte de vertu systémique. J'y reviendrai peut-être aussi après, parce que donc là, il y a des règles qui vont s'imposer naturellement, et je pense que c'est une très bonne chose. Et du coup, moi, mon métier qui est en train de se construire va devoir couvrir à peu près tout ça, ce qui veut dire que le poste n'existe pas encore tel qu'il est, mais le CPNEF, et il y a des discussions dans les hautes sphères que moi, que je ne connais pas, qui se passent pour que ce poste devienne un vrai poste reconnu en tant que tel, qui soit dans les conventions et dans les annexes et tout ce qui va avec. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. C'est très complet. Pardon, j'ai une question. Et du coup, tu penses que ces objectifs sont atteignables pour toutes les typologies de films, ou est-ce que les objectifs fixés par le CNC sont facilement atteignables? Oui. Voilà. C'est Alors, une question de et puis volonté. c'est un choix, parce que la question, quand tu dis on peut l'obtenir et ça donne telle somme, mais si les productions décident de nous, on n'est pas du tout là-dedans. Ce qu'on veut, c'est être hyper dur, gaspiller comme on veut. Enfin, c'est une très bonne question, Jean-Marie. Parce que ce que je vois, c'est les petits films pour qui 30 000 €, c'est pas rien. Je veux dire, quand on est à beaucoup plus de millions... Moi, je pense que même... Oui, alors peut-être à un certain nombre de millions, ça devient une goutte d'eau, mais enfin, je crois que dans tous les cas, la carotte est plus efficace que le bâton, comme ça a été dit hier sur d'autres choses. Par ailleurs, comme vous l'aviez dit plus tôt, je pense que c'est vraiment... Là, tout ce que vient de dire Mathieu, c'est vraiment de l'importance des mots et des nouveaux mots, des nouvelles définitions et des labels pour justement ne plus être seul
à prêcher dans le désert et surtout ne plus être considéré, enfin ne plus être déconsidéré justement. À partir du moment où il y a des mots, il y a des nouveaux leviers avec nos producteurs et productrices, avec nos actrices, etc. C'est quelque chose qui change, je crois, beaucoup la donne puisque la rhétorique, le vocabulaire et la structure de la pensée est soudainement différente. Oui, parce que par exemple dans le roman de Jim, si je dis pas de bêtises, dans le générique tu es en régie. Et tu n'as pas, enfin, il y a quand même, on parle d'éco-production, mais tu n'as pas encore un poste clé défini comme tel, quoi. Alors oui, mais parce que c'était pas encore le moment de le définir comme tel. C'était tourné en été 2023 et moi je suis un des pionniers alors que j'ai commencé en décembre 2022, donc je suis quand même, c'est un métier qui est très récent. Ce qui a été très agréable, c'est que du coup, j'ai pu faire ce que je voulais, dans le sens où je me suis retrouvé responsable des achats. Donc le localisme, il est aussi passé par ça. Tout ce qu'on mangeait sur la table régie était absolument local. En plus, on était dans le Jura, donc ça va, on n'était pas si mal lotis, ça se passait plutôt bien. Mais effectivement, c'était pas encore défini et ça reste encore à définir. Et là, je crois que le CNC a un peu défini quand même le périmètre. D'ailleurs, donc en soi, les critères ne sont pas si compliqués. Par contre, il y en a 28. Par contre, il y en a qui font beaucoup plus mal que d'autres. On parle de parité, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y a un bonus parité de 15% au CNC. Et a priori, c'est quand même une infime partie des gens qui l'ont faite, cette disposition, et c'était souvent des réalisatrices. Les 28 000 euros, effectivement, pour un film à 20 millions d'euros, c'est une goutte d'eau, c'est le budget café. Par contre, pour la plupart des projets en 2025 où le cinéma se précarise, où le cinéma est soumis à une sorte de joug institutionnel assez difficile, ça peut être très bénéfique, notamment pour les budgets promo, parce que c'est après, c'est pas avant, c'est une aide qui se reçoit après. Donc ça présuppose aussi, j'en ai pas parlé pendant que je faisais la liste, mais il y a toute une batterie de dispositions pour la post-production aussi, qui est quand même parmi les secteurs les plus énergivores, en tout cas. Je ne sais pas si c'est les plus polluants, c'est difficile d'avoir un avis quand tout le monde se contredit. Mais en tout cas, oui, là, en fait, le vocabulaire va devenir systémique. Je ne sais pas si les habitudes le seront. En tout cas, il va y avoir toute une de prise d'habitude. Après, moi, il faut avoir conscience que quand mon poste est absent, les gens, ils n'ont pas nécessairement le temps que moi j'ai. Et je parlais du temps tout à l'heure. Moi, par exemple, sur le film donc le roman de Jim, j'ai eu le temps, et quand je dis ça, c'est pas rien, de prendre le soin des comédiens, par exemple. Dès que Karim, Laetitia, Sarah, Bertrand, Éole, tous les comédiens qui avaient des rôles importants avaient une demande, je faisais toujours en sorte qu'elle soit satisfaite très rapidement. Et pourtant, on n'était pas beaucoup. Mais par contre, c'est précisément parce que j'avais le temps que je pouvais être à leur écoute. Et d'ailleurs, Karim est devenu une sorte de copain, et j'en suis le premier fier et le premier heureux, alors que je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui cherche à devenir ami avec les comédiens. Mais force est de constater que cette méthode-là, et ce truc de ralentir le rythme, et d'être d'une certaine manière à disposition sans que ça soit de la servitude, comme dirait Monsieur de la Boétie, c'était très doux. Du coup, il y a quelque chose d'humain, profondément humain qui s'est passé. Et là, je pense que c'est le profondément humain qui est en train d'arriver. À une heure où on dit qu'effectivement notre métier doit s'assainir, où notre métier doit devenir ce qui mérite d'être, c'est-à-dire une safe place à plein d'endroits. Et en même temps, tout en haut de la pyramide, on a une ministre de la Culture qui, il y a 3 jours, a intimidé de manière complètement gratuite et complètement délirante un journaliste pendant une émission publique sur une chaîne d'État. Ça rappelle que si on veut tout assainir en bas, ça serait peut-être intéressant que de se concentrer au-dessus et de faire en sorte que la violence systémique institutionnelle dont on prend tous les espèces de retours de bâton ou le fameux ruissellement, comme ils les appellent, ça soit un peu réfléchi différemment. Parce que là, moi, je veux bien qu'à la base, qu'on fasse tout ça bien, mais en haut, si vous voulez qu'en bas, ça se passe bien, ça serait bien qu'ils aient un peu d'égard pour les gens qui sont en dessous d'eux. On va lâcher le micro.
On va revenir sur les postes puissants, les postes à privilèges et les comédiens et les comédiennes aussi. Je voulais redire aussi sur cette histoire de bonus et de label. Effectivement, peut-être tout le monde ne le demandera pas. Cela dit, ça me fait aussi penser à parfois des gens qui travaillent à l'éco-responsabilité d'un film et qui se disent on a fait énormément d'efforts et puis on a dû faire une scène avec un cargo ou avec un avion, tout ça pour rien. Ben non, parce qu'on aurait aussi pu faire le film comme on le faisait avant, plus le cargo ou plus l'avion. Donc là, à la limite, et c'est pareil, des gens ne demanderont pas ce label, mais il pourrait y avoir aussi personne qui le demande. Donc dans tous les cas, c'est un mieux, et je crois qu'il faut essayer de penser les choses un petit peu comme ça. Pauline, je voulais vous poser la question clairement de la mise en scène, du coup, et des questions qui se sont posées à vous à chaque poste, à la déco, au costume, à la lumière et après en post-production. Dans quelle mesure c'était vos décisions? Qu'est-ce qui vous a été proposé? J'ai vu par exemple que le film était en 4K et pas en 6, en 12 ou en 24. On sait que par exemple la post-production c'est extrêmement énergivore. On sait aussi que l'œil ne voit pas la différence au-delà de 4K. Donc au-delà du commerce ou alors vraiment du cinéma animalier pour filmer une fourmi à 400 km. Mais sinon, est-ce que par exemple pour vous le choix du 4K c'est un choix qui est passé consciemment par vous? Et même chose pour les décors. Est-ce que vous avez eu une conscience de repérage sur une zone limitée? Est-ce que vous avez eu des demandes par rapport aux mobilités douces? Est-ce que vous avez eu la main sur les repas, des choses comme ça? En fait, moi, avant de tourner, avant même de commencer la prépa, comme c'était mon premier long métrage et que j'en avais fait qu'un, j'étais un petit peu paniquée. Et du coup, j'ai regardé une masterclass de Mathieu Amalric au Forum des Images, et qui datait d'il y a un petit moment. The Place to Be. Et voilà, mais qui était passionnante. Et Mathieu qui fait une apparition dans mon film aussi, donc c'était marrant. Et je regardais, et puis bon, voilà, Mathieu, il est passionné, il est passé par tous les postes dans sa vie. Et il disait, mais il ne faut pas avoir peur de parler d'argent quand on est réalisateur. Il y a des réalisateurs qui disent, mais parlez pas d'argent, moi je suis dans l'art, je suis dans la mise en scène et tout ça. Et en fait, il a dit une phrase très juste qui m'accompagne encore tout le temps. Voilà. Mais la production, c'est de la mise en scène, en fait. Et on pourrait même dire l'éco-production, c'est de la mise en scène. Donc en fait, je me suis dit très vite, ok, moi de toute façon, je vais pas avoir un énorme budget. Le budget de mon film, je sais pas, était à 2,5 millions. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Donc comment est-ce que je vais pouvoir vivre ça de manière inspirante et joyeuse et excitante et pas comme une énorme contrainte. Et cette phrase-là, la production c'est de la mise en scène, l'éco-production c'est de la mise en scène, ça marche aussi. Et ben en fait, qu'est-ce que ça va ouvrir comme possibilité intéressante? Et par exemple sur les costumes, parfois c'est même des questions de bon sens. En fait, le fait par exemple d'avoir des costumes qui ont déjà servi, pardon, mais c'est beaucoup plus réaliste que plutôt que d'avoir des costumes neufs où on se dit mais pourquoi ils sont tous dans les films habillés avec aucune bouloche sur leur truc? Et parce qu'en fait ils n'ont jamais usé leur costume. Pas le cas des films des frères Larieux évidemment, mais il y en a plein où on se dit mais c'est bizarre parce qu'ils sont vachement plus chics que moi alors qu'ils sont censés être. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc en fait je me suis dit bah oui, la veste, moi en plus il a un costume. Bon, déjà il a un costume pendant tout le film, mais c'était parce que ça se passe sur 3 jours. Donc quand je dis que mon écriture elle est déjà forgée à ça, je pense que je t'ai dit bah, comme ça il faut trouver le bon costume. Un jean, un pull, une veste. Et la veste, elle est vintage. Il n'y en a qu'une. Alors, en revanche, il n'y en a qu'une. Donc, il ne faut pas faire des taches dessus. Il ne faut pas qu'à la cantoche, il mange avec parce qu'on ne te la remplacera pas. Mais elle a une âme. On sent que c'est un personnage qui se traîne sa veste depuis 3-4 ans. Voilà. Et puis surtout, et sur les décors, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire... En fait, moi, c'est un des postes, par exemple, une des choses à faire que j'ai trouvé très difficile. Voilà, une équipe d'éco qui vient de voir avec plein de propositions, ça ou ça. Et donc, toi, t'es un peu, je sais pas, parce que moi, j'ai beaucoup pensé au personnage, puis pas tant à ça et tout ça. Et donc, finalement, d'aller aussi moi, c'est un personnage un peu opaque, on n'accède pas très bien à son intériorité. Finalement, de pas savoir vraiment comment était décorée sa chambre, ou de mettre des choses finalement très épurées, très sobres, et ben ça marchait en fait vraiment bien aussi dans le film, dans le propos du film. Donc j'ai essayé de me saisir. Je me suis jamais dit, franchement, je réfléchis. Bon, les repérages en vélo, par exemple, c'est un peu une galère. Voilà, les repérages en vélo, quand tu es au mois de juin et que tu es avec toute ton équipe sur des vélos et que tu fais... Bon, nous, ça va, c'était tout l'Est parisien, mais que on la suit, elle est encore là. Voilà, il y a des trucs un peu comme ça, elle suit la chef-op, il y a des trucs un peu comme ça. Mais qui créent aussi, je sais pas, une cohésion de groupe, des petites galères, des trucs marrants.
voilà, c'est mon premier film, je ferais peut-être pas la maline dans plusieurs autres films, mais moi, c'est un vrai retour d'expérience qu'on a eu de beaucoup de cinéastes qui ont éco-produit leurs films. C'est un vrai retour de la joie du collectif et une vraie joie au travail supplémentaire, enfin, voire retrouvée pour certains, du plaisir de faire quelque chose de bien ensemble. Bah, je crois, moi en tout cas, je préfère ça plutôt qu'être dans le van où il y en a qui sont à l'avant, à l'arrière, avec envie de gerber une odeur de clope là. Et donc là, on était tous, je sais pas, c'est vrai que ça recrée des situations d'enfance un peu marrantes. Oui, c'est ça le minibus, c'est ce qui est insupportable. Cela dit, s'il faut faire en voiture, est-ce qu'on préfère pas 3 voitures que le fameux minibus où on sort malade? Mais effectivement, en fait, ce qui est intéressant, ça rejoint une certaine idée de la mise en scène. C'est ça qui est. Donc c'est là où ça nous trouble, enfin ça nous intéresse beaucoup, mais. Par exemple, mais si on se déplace à pied sur des... Nous, on a toujours, on considère, dans des lieux naturels, justement, que l'endroit où la caméra va être posée, l'endroit où les comédiens vont jouer, il y a quelque chose de sacré qui est à respecter. Et ça semble hyper facile comme ça. La base d'un tournage de cinéma, c'est comme disaient les Straub, c'est les parachutistes qui débarquent, qui piétinent tout est détruit. Et juste avoir autour de la caméra un moment un peu respecté, où les acteurs puissent être tranquilles. On m'avait dit qu'à une époque, Godard tournait comme ça en Suisse, où on venait chercher les comédiens et il y avait quasiment 150 mètres à faire à pied pour arriver à l'endroit où il y avait une simple caméra et où ça allait jouer. Et l'endroit où on jouait était sacré. On le piétinait pas. Là. Et ne serait-ce que pour se concentrer, se demander... Parce que autant on écrit nos films, mais le moment où on tourne, les placements de caméra, le jeu, ça se fait pour nous sur le plateau. Voilà. D'ailleurs, les gens disent qu'on prend du temps, mais en réalité, je considère que c'est plutôt une énorme pression qu'on se met sur le dos parce qu'on travaille énormément. Alors les autres se disent « Ah, c'est bien, on prend le temps », mais nous, il se trouve qu'on doit tout concevoir au moment. Et si en plus on a fait plusieurs heures de marche pour arriver à l'endroit où on va poser la caméra, mais ça par exemple c'est des vraies questions économiques et avec les équipes, parce que nous on a toujours dit que quand on commençait à aller en montagne ou quand on a tourné dans la falaise, on ne veut pas entendre parler d'heures sup. Ça c'est une vraie question, parce que si on considère que l'heure de marche avant, alors c'est du travail certes, mais enfin il faut trouver des nuances, parce que sinon... Sinon, est-ce que ce travail... Et ça, c'est des vraies questions qu'on abordait comme ça dans les équipes, mais de dire, là, aujourd'hui, on sera sur les lieux à 7h, et le temps, on aura regagné la voiture, il sera 19h. Normalement, il se passe quelque chose dans ces journées-là qui fait que personne ne dit, on a débordé. Mais c'est des vraies questions très, très intéressantes. Et est-ce que ce travail, Diane Barati, la chef opératrice d'Éric Rohmer, nous parlait dans ce podcast d'Éric Rohmer qui faisait de l'éco-production il y a 30 ans ou 40 ans, alors qu'il avait déjà 80, 90 ans et qu'il le pensait autrement, mais il le faisait naturellement, que lui, son obsession, c'était de ce qui est utile, point. Il y avait une sorte d'aversion pour tout ce qui serait inutile, superficiel, etc. Est-ce que ce travail que vous faites avec Arnaud, quand vous préparez vos plans, votre film, c'est quelque chose qui va quelque part dans ce sens ? Alors, franchement, je dirais que ça nous est naturel. Je ne dirais pas qu'on a une démarche... parce que moi, j'aime bien le travail sur les costumes, qui sont aussi les costumes qui arrivent d'ailleurs. Et effectivement, je n'aime pas l'effet neuf des costumes, mais il ne faut pas non plus... c'est ce qui est bien quand on travaille avec les techniciennes, il y a tout d'un coup quelque chose qui arrive, il n'y a pas que nous, quoi. Il y a tout ce qui arrive, qui enrichit. Non, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple En tout cas, on ne pense pas en économie. J'allais dire, pour moi, c'est... J'ai lu cette phrase là, mettre en scène sans laisser de traces. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup cette expression. Voilà, mais parce que... Voilà, la trace, en l'occurrence, ça doit être sur la pellicule. Mais pas ailleurs. Ou sur le numérique. Mais... moi, je me permettrais de parler donc, les Larieux, ils tournent en milieu naturel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça change vraiment des tournages en milieu citadin, même s'il y a des milieux naturels en ville qui sont protégés. Et il y a quelque chose de la notion de respect du vivant
Et le vivant comporte aussi l'équipe d'ailleurs. Mais par exemple, donc on a été pour l'affiche du film, enfin en tout cas une des affiches qui n'était pas l'affiche officielle, mais tu sais en haut de la crête là, je sais plus comment ça s'appelle, c'était transporté à dos d'âne et pas à dos d'homme. Oui, Enfin, oui. donc fatalement, il y a le temps d'arriver jusqu'au décor, c'est quelque chose qui se mérite. Et là aussi, on avait débordé. Ouais, sûr. mais bon, à déborder, après, c'est encore en fait métier passion. On n'est pas sur les mystères de l'amour, quoi. Mais en tout cas, il y a moyen de prendre soin de la planète. Et ça paraît bête à dire, hein, ça va être très trivial, voire angéliste dans la manière que je vais de le formuler, mais quand on a été sur ce décor-là, on s'est tous retrouvés avec notre petite boîte en inox, à manger des trucs où il n'y avait aucun déchet. On est reparti. De toute façon, vu qu'il n'y avait aucun déchet qui était possible, il n'y en a eu aucun. Moi, là, je travaille sur une série qui s'appelle Alex Hugo, donc j'y suis en ce moment. Là, je vais faire l'aller-retour ce week-end en train de nuit juste pour être là, donc je suis très heureux d'être là. Et on est pareil, on déploie des équipes de 60-70 personnes dans des endroits merveilleux, protégés, Natura 2000, parc national, machin. Et évidemment que ça présuppose de trouver des solutions. Et en plus, nos interlocuteurs n'ont pas forcément conscience de la faculté qu'on a à se comporter comme des colons et à arriver et on déploie tout. Donc c'est comment on arrive à circonscrire, comment on arrive à dire bon bah voilà, là on n'a pas besoin d'être là, ou là tiens on va mettre un chemin avec des plots et de la rubalise pour éviter que les gens passent et que ça soit Apocalypse Now à deux pas de chez toi. Et ça fait aussi partie de la nouvelle manière de faire, c'est d'arrêter de se déployer genre on va tout prendre parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, vous avez vu, vous êtes circonscrit, cher public, finalement. Alors, on fait ça quand même assez naturellement et c'est intéressant de le faire. Mais il faut le conscientiser. Et en fait, moi, en travaillant justement sur le roman de Jim, j'ai conscientisé plein de choses que j'avais jamais conscientisées avant parce que c'est quelque chose auquel on a besoin. Enfin, c'est comme la déconstruction vis-à-vis du rapport homme-femme, quoi. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné, malheureusement, parce qu'on est dans un système, voilà, qui est un peu défaillant. Et ce que j'ai vu, moi, parce que c'est une vraie masterclass en temps réel, hein, de travailler avec les Larieux, je tenais à te le dire, Jean-Marie, quand même, c'est leur manière de réfléchir, de se nourrir d'accidents, de travailler sur tout ce qui se déploie devant eux, qui ne s'était pas déployé en repérage, parce que ça aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est que sur les repérages, on n'a pas les acteurs, sur les repérages, on n'a pas la lumière, sur les repérages, on n'a pas les mêmes conditions naturelles, enfin, il n'y a pas la même météo, il y a tout qui change, quoi. Et souvent, moi, en télévision, ils ont pas nécessairement le temps de le faire, donc ça tourne assez vite. Et là, j'ai justement vu des gens travailler avec ce qu'il y a et circonscrire la lumière de nuit, faire des choses très... En fait, parce que on n'a pas conscience de ça, mais si on commence à bombarder un 18 kg, un projecteur dans la forêt, ça fait bouger toutes les espèces vivantes. Là, c'était jamais le cas. Tout était toujours très circonscrit, très modéré. Et en fait, je crois que c'est ça dont on a besoin, c'est de trouver des facultés à se modérer soi-même et à se contraindre et à se comprendre dans ce qu'on a besoin de plus élémentaire, quoi. Une dernière question à Pauline Loquès qui va devoir nous quitter pour présenter son film au Champs-Élysées Film Festival. Chez Sophie Dulac. Absolument. Je prends mon vélo, je vais faire un happening. Et Pauline, du coup, pour tes prochains films, est-ce que cette expérience d'éco-production sur Nino a ouvert des voies, des pistes et si tu es en train d'écrire déjà, ce que je ne sais pas, ou si une idée est en train de germer, est-ce que aborder le thème, ou en tout cas, si ce n'est le thème de l'écologie dans les récits, puisque Jonathan remarquait, d'ailleurs on en parlait ce matin, que ton film aborde donc la maladie, le cancer, et donc aussi ses causes, comme par exemple la pollution, le stress, etc. Et donc quelque part l'environnement, et donc peut-être est-ce une porte vers l'écologie. Mais en tout cas... J'aurais besoin de Mathieu en tant que consultant au scénario. Est-ce que sur de prochains films, tu envisagerais changer certains codes qui sont des codes habituels de la narration des films, même si ce n'était pas l'histoire, comme par exemple, effectivement, montrer tout le temps des voitures en mouvement, montrer en tout cas des façons de vivre et d'agir et des modèles, ou est-ce que tu penses que ça n'est pas encore le moment de faire ça et que pour l'instant, on reste sur
la fabrication pour l'éco-responsabilité? Moi, j'ai pas de Grosse réponse. question alors que je pars dans une minute. Pardon. Ouais. Bon, je vais réfléchir, puis je reviendrai vous poser la question. Non, mais en fait, c'est aussi surtout la manière de faire, je trouve. C'est intéressant parce que peut-être que c'est un hasard, mais il y a une douceur dans les. Enfin, moi, on relève la douceur de mon film, évidemment, la douceur inouïe du roman de Jim. C'est marrant comme, en fait, la douceur qu'on essaie de mettre avec les coproductions, peut-être qu'aussi elle rejaillit sur les histoires et sur les vibrations et tout ça. Donc, moi, je retiens surtout de ça. Et en fait, c'est aussi de la considération pour ce que tu disais, Mathieu, mais pour l'autre, pour le vivant, et l'être vivant, c'est-à-dire aussi l'être humain qui travaille avec toi. Donc, en fait, en tout cas, je voudrais vraiment réussir à garder cet état d'esprit-là, qui est peut-être un peu aussi, peut-être est un peu un truc naïf de premier film, en fait, aussi de vouloir que les gens soient heureux, enfin, je sais pas, et qu'on soit dans la joie, je sais pas. Donc, peut-être qu'après, on perd ça. J'espère surtout ne pas perdre ça si jamais je refais un deuxième film, réussir à... Et puis, en fait, je pense que c'est quelque chose qui s'infuse du réalisateur ou de la réalisatrice, en fait. C'est-à-dire, quand on me demandait est-ce que les gens se sont sentis contraints et tout ça, oui, si moi j'avais dit c'est quand même super chiant ces trucs d'éco-production, je pense que tout le monde se serait engouffré dans ce truc-là. Mais comme moi, je disais c'est génial, puis on était en binôme avec Constance, ça infuse. Et puis quand on essaie de dire aux gens que c'est bien, c'est bien. Mais aussi, j'ai eu plein de choses, moi, sur mon tournage. Ma chef, par exemple, des premiers jours, elle me disait attention parce que moi je sais pas trop pas travailler dans la douleur. Enfin, si tu me parles trop gentiment, je vais pas me dépasser. Bon, voilà. Mais c'est des codes, en fait. Et en fait, elle a changé complètement du coup sur ce film-là. Mais c'est des codes à trouver, à avoir. Donc, pour répondre, à la question, je pense que c'est l'écologie et puis voilà l'humanisme, c'est des choses qui se rejoignent. Et c'est d'abord aussi, pour moi, la manière dont on traite les gens. Voilà, ce serait intéressant de savoir s'il y a des films très violents qui se font en éco-production ou s'il y a des films très doux qui se font avec des manières... C'est intéressant parce que ça rejoint un peu oui, c'est philosophique, quasi. Est-ce qu'un film d'action, par exemple, pourrait être éco-pro dans la mesure où l'idéologie du film d'action, c'est de transformer violemment la réalité. On sait que Spider-Man 2, par exemple, était un film éco-produit. Spider-Man 2, par exemple, avait été un film très éco-produit. Ça marche pas violent. Ça marche pas. C'est de l'action. Non, voilà, là, c'est vrai qu'il y a sur ces deux films-là, en tout cas, des choses qui se font beaucoup de sens. Mais en tout cas, il y a un rapport au réel, clairement. C'est là où le mot écologie est intéressant et où il y a une vraie philosophie, avant même d'être politique, mais il y a une manière, effectivement, de se comporter vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, vis-à-vis du vivant, de comment rebondir avec ce qui est proposé. Et ça, c'est une attitude, mais c'est une attitude qui rejoint complètement le cinéma. Donc en ce sens-là, c'est très intéressant. Et c'est vrai que là, pour le coup, je suis en train de me dire, le prochain, on doit de nouveau retourner dans le parc national des Pyrénées. Et je me dis, en disant, on y arrive, on a un label. Mais non, mais il y a une discussion possible avec ces gens, alors qu'avant, on représentait simplement le cinéma. Et le cinéma, c'était, nous, localement, c'était ces fameux rochers qui avaient été abandonnés, ces faux rochers. C'était ça, le cinéma. Voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup. J'écouterai la suite beaucoup, sur le podcast avec. Merci beaucoup. Bonne projection. Chez Sophie Dulac. Non, mais c'est vrai qu'en dans le roman de Jim et dans Nino, Pauline est partie, mais on peut quand même en discuter. Il y a un vrai rapprochement, effectivement, au niveau de. On va dire que c'est presque des films qui se situent pas du tout au niveau du conflit, quoi. C'est vrai qu'il y a presque un truc où ce qu'on pourrait attendre d'un film, d'un scénario, c'est qu'il y ait beaucoup de conflits entre les personnages. Et dans le roman de Jim, ça apparaît vraiment, je trouve très clairement. C'est quasi le sujet. Mais oui, c'est quasi le sujet. Et c'est vrai que Nino, c'est aussi très présent. C'est-à-dire que voilà, son personnage n'est jamais vraiment en conflit avec les autres. Et là aussi, on se demande toujours si l'éco-sensibilité, en tout cas, voilà, le thème écologique dans le scénario, est-ce qu'il a besoin de passer par des personnages qui sont conscients de la crise climatique ou pas forcément, mais en tout cas que dans ces films-là, on ressent une tendresse envers les autres et une humanité qui est assez peu présente dans le cinéma de manière générale et qui est pour ça assez écologique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le ressentir, quoi. C'est en train de me venir par rapport au sujet. On a quand même tourné un film qui s'appelle Les Derniers Jours du Monde, qui était plutôt d'une grande violence. Mais il n'y avait pas Mathieu, on ne se connaissait pas Mathieu à l'époque. Donc je sais pas, il aurait fallu que tu sois là pour juger
J'essayais de réfléchir comment courir de tout manière nu dans écologique, Paris, on ça avait passe, fait hein, de ça. toute façon. Ouais, ça c'était une image. En fait, donc moi, j'ai la chance de tourner et à la télé et au cinéma, et en plus d'être une sorte d'acteur qu'on appelle le cinéma émergent. Quand je dis acteur, c'est pas, je suis pas comédien particulièrement, mais en tout cas, je gravite dans ce milieu fauché qui donne toute la vitalité au cinéma actuel. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux en étant dans le cinéma émergent et qu'on retrouvait pas tant que ça, et ça commence à venir dans le cinéma, on va dire, plus grand public, c'est le côté galérien, le côté pauvre, osons dire les choses, quoi. Et j'ai l'impression que quand on écrit un film et qu'on le réfléchit autour de l'écoproduction, il y a aussi le niveau de vie de nos personnages et la manière qu'ils ont de se comporter qui devient importante. Dans le roman de Jim, quand vous regardez bien, il n'y a pas un riche du film. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est aussi bien. Quand vous regardez certains films, tu as l'impression qu'ils peuvent faire du surf dans leur appart tellement il est grand. Ils peuvent faire du deltaplane dans leur salon et ils roulent en voiture de sport d'1 mètre qui part à 700 à l'heure. Et je crois que ça part aussi de ça. Et je vous dis ça parce que quand j'ai fait Maigret, déjà, quand j'étais avec les Larieux, je faisais pas le malin parce que donc, moi, dans mon métier, je fais une lecture environnementale, c'est-à-dire que je lis le scénario et j'essaye d'identifier des fois des séquences qui peuvent être problématiques dans la manière de faire. Donc ça peut être les séquences de nuit dans une forêt où il faut de la brume, ou ça peut être justement ces fameuses voitures de sport qui roulent à fond les ballons dans un décor un peu campagnard, donc potentiellement pouvant perturber tout le biotope autour. Et moi, jamais j'aurais eu l'outrecuidance de dire quoi que ce soit à Larieux, parce que c'est très ambigu de dire ça. C'est quand même, on est dans du cinéma d'auteur. Et donc, j'ai fait cette lecture environnementale et j'avais pas grand-chose à dire. De toute façon, il n'y avait rien à dire. Tout était parfait en tant que tel. Mais après, j'ai fait, pour la même société de production, le film de Maigret, réalisé par Pascal Bonitzer. Et c'était exactement de la même manière. Je ne voyais pas du tout comment dire quoi que ce soit à Pascal Bonitzer. Enfin, moi, ça serait malvenu. Et pourtant, finalement, j'ai eu des discussions avec le même directeur de production, dans Le Roi pour le reciter. Et il me disait, ouais, il y a des discours, il y a des dialogues en bagnole. Et ben, je dis, enlève la bagnole. Enlève la bagnole. Et Pascal Bonitzer a dit, ouais, vas-y, on enlève la bagnole. Donc, vous verrez, dans Maigret, quand ça va sortir, il n'y a pas de scène de voiture. Jamais. Il sort du métro, il se balade. Mais il n'y a jamais de scène de voiture. De la même manière que son appartement, on ne peut pas faire du deltaplane dedans. Il est là comme ça. C'est un appart, quoi. C'est un appart de vrais gens. Et ça ne coûte pas plus cher. Je dirais même que ça coûte beaucoup moins cher de juste rapprocher les gens du vrai monde. Et on a eu la chance d'avoir un film qui s'est d'ailleurs aussi tourné dans le Jura, comme le roman de Jim, qui s'appelle 20 dieux, qui a rappelé qu'en baissant tous les curseurs, ça n'empêchait pas de faire 1 million d'entrées avec aucune star et pas grand-chose de plus que juste du talent et de l'envie de faire du cinéma, quoi. Et c'est important peut-être de redescendre, quoi. Tout le monde est curseur à fond, les ballons partout, là, ça s'emboucane comme des cons pour rien. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire des conflits humains, des conflits doux, un peu de baisser tout? C'est tout. Et là, je dis ça, on est entre 4 hommes blancs, a priori plutôt favorisés, mais ça passe aussi par un changement d'imaginaire et de niveau social des personnages qu'on présente. Et heureusement qu'il y a le rap français, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a quelque chose qui brouille un peu les pistes de cette tradition bourgeoise dans laquelle on baigne depuis, enfin moi en tout cas, homme de 40 ans, je baigne depuis toujours. Et je trouve que c'est bien aussi qu'on change tous les imaginaires de manière tangible et respectable aussi. Qu'on arrête de présenter des gros cons, quoi. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple pour toi Jean-Marie, que voilà, éco-produire un film, en tout cas faire un film écolo aujourd'hui, c'est abandonner le spectaculaire, c'est abandonner quand même une notion qui est, en tout cas dans le récit, pour beaucoup de cinéastes essentielle au film, au plaisir qu'on a de les regarder. Alors, bon, vos films ne le sont pas forcément, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut les qualifier de spectaculaires, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie notion du cinéma qui existe depuis sa création.
Non, je sais pas. Bon, nous, on a toujours considéré que c'était la montagne qui était spectaculaire et pas chère. Donc, sauf cette fameuse entrée dans le parc national des Pyrénées, cette barrière plus ou moins difficile à franchir. Non, mais effectivement, c'est les derniers jours du monde qui posent la bonne question. Est-ce qu'on aurait envie de le refaire? Oui. Peut-être qu'on le ferait un peu différemment, mais oui, bien sûr. C'est très agréable de faire des films comme ça. Mais on n'avait pas un budget fou. Hein. Je crois qu'on avait 8 millions d'euros quand on voit, par rapport à ce qu'il y a à l'écran. Et quand on voit qu'il y a des comédies qui sont à 15 ou 17, c'était notre plus gros film. Mais on travaillait, on se souvient toujours quand même, on se disait c'est une fin du monde à hauteur d'homme. Par exemple, on s'était dit, si on arrive à faire éteindre les lumières dans un quartier de Paris et on tourne entre 2h du matin et 6h, ben voilà, c'est le blackout sur Paris. Donc c'est énorme comme sentiment, mais c'était pas très compliqué. En plus, ils nous éteignaient les lumières au plan. C'était des techniciens de l'EDF qui les éteignaient au plan. Donc on n'a même pas éteint un quartier, on les éteignait par demi-rue. Là, c'était un film beaucoup plus urbain, justement. Hein, oui. Qu'est-ce que ça changeait pour vous? On remettait, alors j'allais dire comme par hasard, qu'est-ce qu'on faisait? On éteignait les lumières, on mettait des villes désertes et on se disait, enfin, on fait un film sur les villes qui retournent à l'état naturel. Et enfin, on s'était dit, c'est ça les derniers jours du monde. Donc, Au fil de votre filmographie, vous avez travaillé avec des comédiens, des comédiennes très connus. Tout à l'heure, Pauline parlait de Code aussi, et c'est quelque chose qu'on a pu aborder parfois dans ce podcast. Certains des postes dans le cinéma sont plus privilégiés que d'autres, et parfois ces privilèges peuvent être, pour le coup, spectaculaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à adresser? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ces nouveaux mots, ces nouveaux labels, un levier serait enfin possible pour un tout petit peu plus d'horizontalité? C'est toujours très compliqué. Je pense qu'il faudrait toujours... Chaque cas est particulier et souvent dans les manières dont les gens travaillent. Par exemple, les agents, il y a un contrat. On en parlait là tout à l'heure. Il y a un contrat. Monsieur ou madame voyage en première. Bon, je ne parle pas que des comédiens, comédiennes. Hein, ça peut être nous-mêmes cinéastes, ça peut être la production. Pardon. Mais ça, c'est l'histoire de contrat. Après, nous, on a toujours essayé de... il faut un minimum parce que... Par exemple, l'histoire des carloges ou des... Au début, on trouvait ça un peu ridicule, au début. Mais je veux dire, un acteur qui est là sur le plateau au moment où on cherche les plans, c'est absolument insupportable. C'est pas... Et on en a connu. C'est quasi pervers, d'ailleurs. C'est pas possible. Donc, c'est très, très bien que les acteurs aient un endroit à eux. Alors, après, ça s'appelle la régie. Ça j'allais dire, c'est pas notre... Mais sur la philosophie, je suis d'accord. Mais par contre, je sais que les acteurs, c'est bien. Quand on leur demande d'arriver, ils sont là. Mais les acteurs qui rôdent, qui sont abandonnés à eux-mêmes, c'est pas bien. Donc c'est vrai que y a tout un esprit où il y a les deux. Et puis c'est toujours pareil. Il y a les tournages qui sont vraiment de l'industrie énorme. Donc c'est de là que viennent. C'est toujours pareil. Les règles viennent souvent de cinéma qui ne sont pas ceux qu'on pratique. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de commencer à, pas des règles, mais en tout cas, établir des codes, ou au moins déjà du langage, à partir plutôt des films qui se pratiquent différemment. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, les coproductions, c'est quelque chose qui, effectivement, encore une fois, moi, je ne connaissais pas le mot, mais je m'aperçois que c'est des pratiques qui rejoignent le concept. Et ça, c'est bien que ces choses-là remonte aussi, c'est-à-dire ça donne un autre langage, une autre manière, et ça existe différemment. Sinon, on disait juste, oui, c'est les films des pauvres. Voilà, en gros. On pourrait changer, en tout cas, les critères des marqueurs sociaux. En tout cas, parce que parfois, aussi, les privilèges après, sont moi, je suis pas utilisés contre. comme Je suis un grand fan de Buñuel qui a très bien filmé La Bourgeoisie. Et moi, si on avait, si on avait des Buñuel qui filmaient, on manque de ça aussi. On filme quand même plutôt bien que ce qu'on connaît. Hein. Faut pas... Toi, tu disais, Mathieu, que sur le roman de Jim, justement, avec les comédiens, Laetitia Doche et Karim Leclou, tu avais notamment, t'allais les chercher, je crois, c'est ça? Ou on n'était pas dans la voiture individuelle à verre fumé, en tout cas. Ah ouais, non, pas du tout. Donc, en gros, moi, j'ai changé plusieurs fois de véhicule, mais en gros, ils étaient trimballés en véhicule de jeu. Dès que
Donc il devait normalement avoir un véhicule personnel, Karim, mais sauf que dès qu'il y avait d'autres comédiens, on les mettait quand même avec lui. Mais ça en soi, c'est pas un vrai problème. Je pense qu'il y a une sorte de distorsion entre ce que les gens, on va dire, dans les bureaux climatisés parisiens, et ce que nous, on va dire, techniciens, comédiens, fabricants de cette industrie artisanale qu'est le cinéma ou la télévision, on va dire, pour les inclure aussi, on perçoit. Par exemple, nous, on vit avec eux. Alors quand je dis on vit avec eux, soyons tranquilles, hein, pas de... mais on est à leur hauteur. On discute avec eux, on noue des liens ou pas, on discute ensemble ou pas. Et du coup, en tout cas, il y a une horizontalité des rapports. Par contre, les gens qui sont ceux qui tiennent le cordon de la bourse, et je ne parle pas du CNC ou des guichets, je parle pas des commissions, on va dire. J'exclus ça, mais les financiers, les gens dans les hautes sphères des sociétés de diffusion, notamment, j'ai l'impression et le sentiment qu'ils sont un peu lointains et qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Et du coup, des fois, il y a une sorte d'incompréhension, et si on arrive à gommer cette incompréhension et qu'on arrive à simplifier un peu les rapports, je parlais tout à l'heure de notre ministre de la Culture qui a pété les plombs avec un journaliste. En fait, ça raconte qu'il faudrait qu'on arrive à assainir toute cette espèce de haut de la pyramide, de telle sorte à pouvoir, nous, être vraiment bien pour finir ce truc. Alors, je digresse un peu, mais... en ce moment, il est en train de se passer une situation assez dramatique dans le cinéma français, dont peu de gens parlent d'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de films qui se font, voire pas du tout. Je ne sais pas quel chiffre on a de films qui se font en ce moment. Il n'y a que les très gros films qui se font. Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure ça va avoir une répercussion sur tout le reste, mais dans quelle mesure il va falloir qu'on écrive tous des films historiques et qu'on soit tous sur des classiques. Et du coup, systémiquement, il y a plein de nouveaux paradigmes qui sont mis en place. Et je ne sais pas dans quelle mesure, nous, on va pouvoir réussir à avoir un peu voix au chapitre et à être écoutés. Et ça serait bien qu'on soit un peu écoutés. Et quand donc c'est quand même très particulier de travailler avec les frères Larieux, parce que vous avez, vous, une faculté à diversifier un cinéma qui finalement est très homogène. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ça serait important qu'on arrive à fluidifier en fait toute la manière de faire, et que ça soit pas que en bas que les choses se fassent, que ça soit tout le monde qui s'accorde pour dire ok, on va essayer de garder cette exception culturelle dans sa globalité, d'essayer d'arrêter de prendre certains et de garder les privilèges de certains au détriment d'autres, essayer en fait moi je parlais ça de la dépiédestalisation par rapport aux histoires de privilégiés, c'est d'essayer de baisser d'un curseur tous ceux qui gagnent beaucoup trop, ou en tout cas par rapport à ce que certains gagnent derrière, en bas, quoi, pour essayer de donner du sens à tout ça, redonner du sens. Et je crois que, vu qu'on est dans une période de création un peu difficile, et qu'en même temps, il y a toutes ces nouvelles normes, et qu'en même temps, il y a toutes ces nouvelles règles, et qu'en même temps, il y a cette conscience qu'il fait trop chaud, que ça y est, on a passé les 1,5, qu'on va sûrement atteindre 3, 4, 5, voire 6 degrés de plus que l'ère pré-industrielle, donc ça veut dire qu'on va clamser de chaud. Est-ce que ça ne serait pas le moment de dire nous on fait un métier qui ne sert à rien en fait dans l'équilibre financier planétaire, que la culture ça reste un truc de loisir, mais justement, est-ce que c'est pas à nous de donner un peu de sens à tout ça et de dire allez les gars, on redescend les 290 000 € pour un film qui fait 125 entrées parce que c'est trop claqué? Est-ce que ça serait pas la fin de cette ère-là? Et tout ça pour dire que systémiquement, moi j'ai l'impression qu'on est dans un moment tellement charnière que les gens doivent s'autoriser à dire des choses, y compris aux gens au-dessus, et y compris aux gens encore au-dessus, et y compris à dire peut-être, Madame Dati, ça serait peut-être temps que vous vous calmiez, que vous réfléchissiez, que vous preniez le cinéma pour ce qu'il est, c'est-à-dire un loisir, et pas quelque chose où en fait il faut supprimer, je sais pas quoi, les langues inclusives, parce que y a que ça qui est important. Calmez-vous.
calmons-nous, faisons ça bien, tranquillement, prenons le temps et faisons un peu comme les frères Larieux, si je puis me permettre. En tout cas, le cinéma, on va dire, qui est encore aujourd'hui qualifié de pauvre, est celui qui pourra le plus facilement survivre, s'adapter et continuer, puisqu'il est de fait totalement écolo, et qu'on a bien vu aujourd'hui que ce qui était encore il y a 10 ans qualifié de petit cinéma intimiste, de petite caméra, aujourd'hui peut être un très grand cinéma, allant de Pierre Creton à beaucoup de cinéastes qui sont aujourd'hui tout à fait des esthètes, qui écrivent des fictions tout à fait complexes et passionnantes, exactement autant que des films largement produits. Est-ce que tu penses du coup, Jean-Marie, que faire des films du coup maintenant ou dans 20 ans, dans 30 ans, ça devrait devenir une nécessité absolue avant de s'y mettre, parce que maintenant quand on entend tout ça, c'est-à-dire c'est la catastrophe, ça devient presque trop précieux de faire un film par rapport à la situation du monde. Est-ce que il faut avoir en tant que cinéaste ce ressenti, je sais pas, de nécessité. Ah non, arrêtez de faire des films. Non, les derniers jours du monde, on nous sais demandait qu'est-ce que vous feriez si la fin du monde arrivait. On dirait, on était en plein tournage, on dirait, on continuerait de tourner. Ah non, ça très clairement. Bah, si on fait du cinéma, c'est par nécessité, c'est pas. Non, c'est des communautés. Parce que, alors là, pour le coup, comment on la définit, pour moi, cette tourner un nécessité, film, c'est une utopie qui se construit. C'est une utopie qui a une durée de temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime bien. Elle n'est pas pour toujours. C'est un groupe de gens qui se constituent autour d'un objet qu'on essaie d'atteindre, avec certes des hiérarchies, parce qu'effectivement, c'est pas. Mais voilà, et quand ça marche, pour nous, c'est utopiquement une société qui marche. D'ailleurs, c'est le vieux truc de Godard. Il y a des ouvriers, il y a des acteurs, oui, il y a des stars. Mais si tout ça s'équilibre et fonctionne à peu près bien, c'est une merveille. Donc pour nous, déjà, c'est à nous que ces petits objets-là. Non, rien. Enfin, c'est tout le monde qui. Quand on dit toujours le cinéma, c'est ce qui ressemble pas au réel et à la société. Moi, alors l'idée godardienne, que c'est plutôt l'inverse, c'est le miroir. Donc effectivement, à chaque tournage, chacune d'établir ensemble collectivement la manière dont on voudrait que ça fonctionne, une activité collective. Très beau mot de la fin. On va ouvrir aux questions, si vous en avez dans la salle, pour terminer. Bonjour. Alors, merci à tous et à toutes. Je m'adresse à Pauline qui n'est pas là, mais qui, quand même, je la remercie pour tout ça. C'est très enrichissant tout ce que vous avez apporté. Merci pour la valeur de ce que vous dites, Mathieu. Je voulais faire une remarque sur la présence de Pauline et de Monsieur Larieux sur les concomitances qu'ont leurs films. Je ne sais pas si vous avez vu Nino, ceux qui ont eu la chance de le voir. J'ai pas vu. Ouais, alors je recommande à tout le monde d'aller le voir. Il était à la semaine de la critique. Et dans le point commun que j'y vois, c'est que ces deux cinéastes qui ont un regard vraiment d'humilité, d'écoute, de tendresse, de délicatesse. Elle en a parlé un petit peu. Mais en tout cas, ces deux films qui ont eu déjà le fait de récompenser leurs personnages. Enfin, moi, en tant que comédien, je pense que ce qu'on récompense, c'est plus la qualité des personnages et que donc les acteurs qui les incarnent, mais un acteur n'est rien sans une bonne écriture. Et donc déjà, vous avez un regard sur les hommes. Enfin, les hommes, avec un grand H, hein, les femmes également. Et elle a, dans le film Nino, je vous laisse de le découvrir, mais il y a un rapport à l'amitié qui est totalement bouleversant. Et donc, déjà, il y a un rapport à l'humilité, à la place que l'on a, aux autres. Et j'aurais aimé que dans votre programmation, vous puissiez avoir un contrepoint, un contraste avec un réalisateur de droite, quoi. Ça aurait été intéressant. Alexandra Leclerc. Par exemple, et là, pour enrichir le débat, le contrepoint. Ça, c'était une première remarque. Et je voulais vous poser des questions sur la formation des éco-référents. J'interromps quand même, il faut savoir, pour juste gauche-droite, c'est un peu plus complexe que ça. Oui. Et citons Éric Rohmer.
Alors, sur l'écologie, voilà, mais Eric Romer, politiquement, il n'était pas de gauche. Oui. Par contre, par le biais de l'écologie, il y a un endroit où, justement... Non, parce qu'il ne faut pas... Voilà. Il n'y a pas les bons et les méchants. Vous avez raison, mais justement, voilà. Non, ce que je voulais vous demander là, sur la formation, Mathieu, comment on se forme et comment on se formerait pour devenir éco-référent et comment vous voyez ces choses-là. Et puis, je voulais aussi tout ce que vous dites m'amène à réfléchir à, comme ça s'appelle, mettre en scène un film éco-responsable. Je m'interroge à l'écriture qui amène de la représentation au cinéma. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui le challenge n'est pas de représenter dès l'écriture d'autres comportements? Vous disiez que vous alliez sur le plateau avec Adodan. Et qu'en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de représentation de travelling à pied que de scènes en voiture, et que en fait, pour encourager la production à changer, à créer d'autres modèles de représentation, en plus que de mettre une carotte au fait de me faire 28 points, qui serait très bien, mais qui ne valent rien à l'aune d'une production à plus de 10 millions d'euros, j'imagine, peut-être encourager d'autres modes de représentation, d'autres manières de représenter les séquences. Et donc ça, je vous pose la question à tout le monde, parce que vous êtes, Antoine et Jonathan, aussi des cinéastes, et vous avez une réflexion là-dessus. Et puis j'ai tellement d'autres questions, mais je vais laisser le micro, pardon. Alors, pour parler de la formation, le Quai de l'œuf et de la poule, moi je me suis retrouvé à faire une formation avant la formation certifiante qui existe. Donc on peut avoir une certification pour déployer une production éco-responsable. Je crois que c'est l'intitulé qui se fait soit à la CST, soit au CIFAP, soit à la Cinéfabrique pour ceux qui ont de la chance d'habiter en province. Moi, je me suis retrouvé un peu formateur d'ailleurs de ces premières formations. Donc là, comme on essaye de faire reconnaître le poste auprès du CPNEF, il va sûrement y avoir une nouvelle formation qui va être, elle, dédiée à la coordination d'éco-production. D'ailleurs, il y a une association professionnelle qui vient de se créer qui s'appelle l'ACCEPT, c'est-à-dire l'Association des coordinatrices et coordinateurs d'éco-production pour la transition environnementale. ACCEPT. Donc il y a des choses qui avancent. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, moi j'ai l'impression que donc, je parlais de changer un peu les imaginaires via des personnages. Il y a un truc qui coûte pas plus cher et on le voit très bien dans le roman de Jim, c'est avoir une arène circonscrite, le Jura et Lyon, en gros, pour la faire vite. Ça permet du coup de contrôler, mais même la manière de scénariser qui définit une arène simple et claire. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Après, il y a peut-être la nécessité de s'entourer de réalisatrices issus d'autres niveaux sociaux que ceux auxquels on a l'habitude d'assister dans le cinéma français. Ce qui est un peu le cas des Larieux d'ailleurs. Je ne vous connais pas, monsieur Gare, autant que ça, mais peut-être qu'Antoine, tu ne viens pas d'un... Bref. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être nécessairement besoin de s'élargir à d'autres périmètres que forcément les rappeurs qui vendent 50 millions d'albums. Peut-être qu'il y a des gens très intéressants pas loin. Je sais par exemple le théâtre s'est beaucoup ouvert à une femme que j'admire profondément qui s'appelle Kazé et qui fait du rap et qui est celle qui a sûrement la meilleure diction et la meilleure façon de scander les choses, en tout cas de tout le monde francophone, pour rester poli. Elle s'est retrouvée à travailler avec des immenses noms du théâtre et des immenses noms du cinéma d'ailleurs aussi, mais sans jouer au cinéma. J'ai aussi le sentiment que l'utopie dont parlait Jean-Marie, ça va devenir une injonction. Quand j'ai une injonction, vous voyez ce que je veux dire, c'est s'autoriser dans un monde en conflit, voire en guerre, selon les curseurs acceptables ou pas, mettre un peu d'autres choses.
libérer libérer les esprits, libérer les cœurs, libérer la vie, faire en sorte qu'on ait d'autres visages aussi, parce que moi j'en ai un peu marre de voir tout le temps Cadméra, des gens du jardin à toutes les sauces, mais ça n'engage que moi, encore une fois, je ne suis pas là pour diffamer qui que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on élargisse. Et Karim, le clou, quand il prend le César, et quand j'entends l'espèce de satisfaction collective qu'il n'y avait pas eu pour les prix d'avant, moi, pour la petite histoire, donc je l'ai vu chez un autre acteur du roman de Jim, et tout d'un coup, c'est devenu le stade Barnabéu à 2 pas de chez soi, et je pense que c'est ça aussi, c'est provoquer de la joie qui soit au-delà de simple fait de fabriquer un film. Et je crois que Karim pourra s'autoriser à dire qu'il a réussi à rendre fier le cinéma français juste en ayant un César. Et je pense que c'est ça aussi, c'est faut qu'on arrive à devenir fier de ce qu'on fait vraiment. Voilà, il y a plein de manières de le faire, il y a plein de... Enfin, c'est ce truc d'utopie dont tu parlais, Jean-Marie, il faut reconstruire de l'utopie. Et l'utopie, ça présuppose pas que ça soit gigantesque avec des voitures de sport, et on peut marcher tranquillement, on peut discuter comme ça. Jafar Panahi, il a fait un film où il racontait un autre film sur son tapis, et le film était merveilleux. Je cite Jafar Panahi, mais c'est vrai que dans le cinéma iranien, il y a quand même une faculté à réinventer un cinéma alors qu'ils sont libres de rien. Les graines du figuier sauvage, c'est 4 femmes dans un appart, et c'est dingue. Et les exemples sont florès, il y en a plein. Tous les premiers films des immenses réalisateurs américains sont souvent très circonscrits. Et voilà, prenons un peu leçon sur le nouvel Hollywood, prenons un peu leçon sur toutes ces grandes époques de l'utopie cinématographique, et allons-y, quoi. Oui, non, mais chaque tournage, non, mais il n'y a rien à imposer à quiconque. Voilà. Non, mais voilà. Moi, par exemple, quand même, les voitures qui roulent dans des films, ça, j'ai tellement adoré ça. J'adore les voitures qui roulent dans les films, quand elles sont bien filmées. Et il n'y a pas longtemps, il y a un film qui était à côté court, là, Eric Pinatel, James Hadley porte plainte, que je conseille, puisque ça parle de Bétaram, en l'occurrence aussi. Et c'est de la fiction, et il y a une grosse voiture américaine qui se trimballe au milieu des Landes. Bon, c'est le cinéma, toute cette impureté des voitures au milieu des paysages, avec de l'humour qui est fait sur quelqu'un qui porte plainte parce qu'il était à Bétaram. Voilà. Non, mais pour dire que tout est possible, et chaque film, voilà, je trouve que j'aime pas trop imposer. Ça va devenir très chiant si tout le monde tourne voilà. Ce qui est intéressant, le cinéma je pense, est varié. C'est effectivement pas d'interdire ni d'avoir de quelconques injonctions sur les films à faire, voilà. Mais par contre, effectivement, comment comme les dit faire, Mathieu, de changer des critères, et notamment des critères de succès, et de laisser une place à l'intérieur du succès. Effectivement, je citais Pierre Creton, mais Aung San Suu, Jonas Trueba, je ne sais pas, Pedro Costa, Gal Lépin qui est ici, qui sont des grands cinéastes, et qui aujourd'hui on les porte des grands festivals ouverts, etc. Et voir la qualité de leur scénario, la qualité de l'image, la qualité d'absolument tout, comme n'importe quel autre film, c'est laisser la place à ces films-là, et requalifier un petit peu la notion de succès. Je crois que c'est l'utopie, c'est, je pense avant tout ça, c'est redéfinir certains critères qui vont faire qu'on est potentiellement fier et ou heureux d'une direction que prend la société. Donc voilà. Non, mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que chaque film, effectivement, chacun a une sorte qu'elle soit écologique ou une sorte de responsabilité collective à chaque film, mais qui concerne un petit groupe. Et ça, je trouve que c'est très rare dans la société, d'ailleurs, ces projets. C'est pour ça que je dis, c'est très très rare. C'est des projets, 1, 2, 3, 4 mois. C'est triste d'ailleurs quand ça s'arrête. Enfin, si ça s'est bien passé. Ça s'arrête jamais avec vous. Heureux que ça s'arrête, mais non, mais c'est des objets assez chercheurs, c'est des têtes chercheuses, les films, et la manière dont ils se font. Voilà, et donc à partir de là, c'est sûr que c'est des laboratoires, effectivement. Et plutôt dans ces films-là qu'effectivement dans les machines industrielles. Ça, c'est autre chose. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange, c'est super intéressant. J'ai une question sur le bien-être animal que vous avez évoqué au tout début. Ma question, c'est, j'aimerais bien avoir votre avis sur, est-ce que vous pensez qu'on peut faire jouer des animaux dans des films en respectant totalement leur bien-être, ou bien est-ce que c'est contradictoire par nature ?
Donc ça, je pense que c'est pour moi. Je peux répondre. Oui et non. Oui et non. Déjà, donc, il faut faire la nuance entre les animaux sauvages et les animaux dressés. Il faut faire la différence entre les animaux dressés domestiqués et les animaux dressés non domestiqués. Et il faut faire la différence entre les espaces dans lesquels évoluent ces animaux. Par exemple, moi, donc là, je viens de tourner une séquence où il y avait un chien avec son agent de sécurité. Donc, il a été choisi par la production et la mise en scène d'opter pour un vrai agent de sécurité avec son vrai chien. Normalement, pour obtenir le bonus, vu que c'est un des critères, on doit mettre à disposition une pièce pour l'animal. Sauf qu'en réalité, là, l'animal a préféré rester avec son maître et c'était dehors, à 300 mètres de la pièce que j'avais prévue à cet effet. Donc, il est resté avec son maître et ça s'est très bien passé, même si voilà, il faisait chaud. Donc, climatisation dans le véhicule qui tourne, et l'animal dans la cage. Donc, tout est très subjectif. Après, moi, les films de Gilles Demestre et compagnie, là où ils font tourner des vrais animaux pour faire de la fiction, j'ai des doutes sur le respect que reçoit l'animal chaque jour. Après, j'ai jamais fait de film comme ça. J'aspire pas particulièrement à en faire. Une chose que je sais, c'est que récemment, il y a eu on va dire la fin d'un procès dans lequel trempait Nicolas Vanier, qui est donc un des gens qui prospèrent sur les tournages avec des animaux. Donc il y avait une histoire du LM qui avait filmé de tropée un cheptel de flamant rose et avait buté 10% du cheptel. Donc ils ont été condamnés, la production, le réalisateur et le pilote du LM. Je sais pas je sais que voilà, ils ont été reconnus coupables. Je pense qu'il faut faire attention en fait à la manière qu'on a d'appréhender ça. C'est philosophique plus que théorique. Malheureusement, c'est difficile d'anticiper ce qui peut se passer. Et le mieux est toujours l'ennemi du bien, comme on dit. Donc, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais il faut réfléchir et avoir conscience de ce que ça implique. Quand on tourne avec un panda, j'ai du mal à croire que le panda il va être aux petits oignons tout le long. Par contre, quand on tourne avec un chien, c'est plus facile. Quand on tourne avec un chat, il faut faire en sorte que ça soit fermé. Quand on tourne avec des animaux complètement sauvages, on m'avait raconté avec des hyènes, là, c'est incontrôlable. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais... Oui, c'était effectivement aussi sur l'aspect un peu philosophique de fondamentalement faire jouer des animaux. Est-ce que ça peut être éthique ou finalement ça pose des questions Alors, je vais faire une comparaison qui est bizarre, mais on dit toujours que c'est compliqué de tourner avec des enfants et des animaux. Pardonnez-moi la comparaison. Et moi, finalement, j'ai fait effectivement des films où c'était très compliqué, et j'ai fait des films où c'était merveilleux. En tout cas, avec les enfants, avec les animaux, j'ai jamais. Les animaux, c'est compliqué. Les animaux, c'est très compliqué. Quand c'est court, ça va. Quand c'est long, c'est compliqué. Non mais c'est des questions puisqu'on peut parler philosophie, parce que quand vous dites, à partir du moment où sera considéré que dès que le cinéma se met à filmer le vivant, il y a agression du vivant. Donc c'est ça la question. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire comment on va le filmer. Parce que ça, c'est la porte ouverte alors au numérique, à l'IA, et à toute l'image de synthèse. C'est-à-dire que là, on sera sûr que le vivant, il sera épargné. Donc si on fait du cinéma, c'est pour aller vers le vivant. Mais à nous de savoir comment on se comporte avec le vivant. Parce que donc le jour où au cinéma, il n'y aura plus d'enfants, plus d'animaux sauvages, plus d'animaux domestiques, j'allais dire même plus de scènes amoureuses, il restera quoi du cinéma ? Il restera quoi ? Donc les questions, ça veut dire c'est comment on fait ces images-là. Mais pour moi, le cinéma doit heureusement filmer le vivant. Si même il y a une chose à filmer, c'est le vivant. Donc en l'occurrence les animaux, effectivement. Mais comment on les filme ? C'était un article très intéressant dans Lundi Matin, il y a un an ou deux, qui parlait notamment des grosses productions françaises comme Astérix, qui n'allaient même plus filmer de décors. En fait, les décors sont entièrement faits en numérique derrière les acteurs, et où finalement,
Alors certes, on a préservé la forêt, le champ, etc. Mais alors, on a effectivement finalement une disparition du vivant à l'image. Et dans le même article que je vous encourage à lire, une remarque que j'ai trouvée particulièrement pertinente sur Avatar 2, un film qui s'est beaucoup vanté d'avoir été fait d'une façon la plus éco-responsable possible. Un film d'une telle ampleur est de toute façon une absolue gabegie, mais en tout cas dans des tanks, etc., et qui promeut l'idée effectivement, du sauvage, de façon même, le bon sauvage, etc. Et l'article disait, pour autant, le film promeut la pire chose qui soit idéologiquement, c'est l'idée d'une planète B. Ce qui est vraiment la pire chose à faire dans un cinéma mainstream de cette ampleur qui sera vu par des millions de personnes. Et cet article était très, très intéressant pour ça, puisqu'en plus, c'était non seulement une planète B, mais une planète B totalement numérique, avec absolument rien du tout à l'image qui est vivant. Et donc, je trouve qu'effectivement, je ne sais pas si c'est une réponse, effectivement, parce que se pose effectivement la question du consentement pour l'animal et pour l'enfant, et pour la nature. Elle se pose aussi avec les humains, mais en tout cas, au moins, elle peut se poser. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à penser que oui, c'est quand même une rencontre avec le vivant, faire un film documentaire, fiction, et même animation, quelque part. C'est aussi... Ce qui fait que c'est assez passionnant et que c'est jamais pareil et que chaque cas... Et l'IA est un désastre écologique complètement considérable, d'autant plus qu'il est en open bar aujourd'hui et qu'il va être évidemment, comme on a vu avec les réseaux sociaux, largement et drastiquement revu à la baisse. Mais je trouve ça génial ce que tu dis, parce que c'est toi qui en as parlé d'intelligence artificielle. Enfin, moi, je vous jure que travailler chez les Larieux, ça vous fait comprendre quand même beaucoup de choses, parce que voilà, on est tous là pour apprendre, mais quand on apprend du cinéma, c'est pas souvent. Pourtant, c'est tout le temps la même manière de faire, et des fois, il y a des miracles, et souvent, c'est de la chiasse quand même, pardonnez-moi l'expression. Et ce que tu dis sur l'intelligence artificielle, je crains malheureusement que ça devienne une sorte de je ne sais pas comment dire, une sorte de logique de production, parce qu'on voit déjà tous les trucs, les mails qu'on reçoit qui sont écrits par ChatGPT, on voit les images qui sont générées par de l'intelligence artificielle, et les pubs qui nous font croire qu'on ne sait pas que c'est de l'intelligence artificielle, bien sûr que si, qu'on le voit. Et je crains que le cinéma se généralise, en tout cas peut-être pas chez nous, heureusement, parce qu'on reste sur un truc d'artisanat, et tant mieux, mais les Américains, à mon avis, on va bouffer de l'IA à plus savoir quoi en faire. Et c'est dramatique parce que c'est écologiquement nul, humainement inintéressant, et en plus c'est scénarisé avec les pieds en général, quoi. Sans vouloir être... en tout cas, ouais, ça ne fait que répéter des recettes éculées, parce que de toute façon, après tout, ça coûte moins cher que de payer un scénariste. Une dernière question. Bonjour. La question que je pose, vous étiez au début, vous expliquiez que vous aviez fait ça, que vous avez été formé, que vous avez été ceci, cela. C'était au début. Moi, ma question que je pose, est-ce que la paye suit? Alors, c'est une excellente question. Alors, moi, on dit que je suis coordinateur. Donc statutairement, je devrais avoir un poste de coordination. Je suis au barème régisseur adjoint ou assistant de production. Donc ça veut dire que je suis le plus gros salaire des non-cadres, pour être transparent. Alors là, les grilles changent en ce moment à la télévision, mais au cinéma, je suis aux alentours de 1 071 € par semaine aux 46 heures. Donc j'ai une vie tout à fait confortable, mais je ne suis pas encore cadre. Là, ce qui se prévoit, si le CPNEF et le CNC valident, ça sera un statut cadre. Après, moi, je trouve que je suis confortablement bien payé quand même. Comme d'ailleurs la plupart des métiers dans le cinéma, on ne va pas se mentir. Hein. Mais voilà, c'est en mutation. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Non, je pose la question comme ça. Ouais. Pour finir, peut-être Mathieu, juste est-ce que tu vois une différence entre les films de cinéma et les séries qui sont souvent produits par des grands groupes? On a fait le dernier épisode de ce podcast
avec donc les grands groupes que sont France Télévisions, Netflix, Fédération ou autres, qui eux ont des obligations légales depuis un certain nombre d'années, ce qui n'est pas le cas pour les petites entreprises qui sont la majorité du monde du cinéma. Est-ce que cela se traduit d'une façon ou d'une autre entre une série comme Alex Hugo, qui est une des séries les plus vertueuses écologiquement, et des films de cinéma? Alors, effectivement, le fait que ça soit une obligation, ça révèle aussi la manière qu'on a d'appréhender l'industrie, parce que la télévision reste de l'industrie, même si c'est fait de manière plus ou moins artisanale, c'est quand même de l'industrie. Moi, je suis très heureux de pouvoir faire les deux. Après, je vois des différences viscéralement différentes dans la manière de fabriquer. Le rythme de la télévision oblige à bombarder. Par contre, comme c'est des obligations, on a nécessairement plus de latitude que des fois au cinéma où c'est compliqué. Après, moi, j'ai la chance de bosser pour des directeurs de production et des sociétés qui m'ont fait confiance. J'ai l'intime conviction que le cinéma va être bien plus vertueux encore qu'il ne l'est déjà. Parce qu'il y a quand même, on ne va pas se mentir, tous les films, on va dire, hors Annexe et Annexe 3 qui sont globalement vertueux. Et la télévision, c'est tant mieux qu'elle relâche un peu la voilure. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'uniformisation et cette espèce d'omnipotence justement des grands groupes qui risquent de ternir un peu la diversité. Et ça, c'est un peu dommage parce que si on se retrouve qu'avec des histoires de meurtre et que des histoires où les gens se hurlent dessus, j'ai le sentiment que le cinéma va pas pouvoir combler à ce point-là toute cette espèce d'uniformisation. Par chance, le cinéma, ce qui est beau par contre, c'est qu'on a un cinéma qui, je crois, est incroyablement riche et diversifié. Encore faut-il que les films se fassent. Donc j'espère qu'on va retrouver la dynamique de création qu'on avait les années précédentes et longue vie au cinéma. Non mais c'est vrai, cette histoire, il y a beaucoup moins de films qui se tournent là. Il y a une explication. Non mais objectivement, là depuis 4 mois, je sens que... Moins 30% et que des gros films, beaucoup de gros films. Juste pour conclure parce que moi je suis très heureux de faire ce métier, très heureux. Il a supplanté mon métier de cœur qui est donc scénariste réalisateur à un point tel que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai jamais été autant invité que grâce au film des frères Larieux. J'ai jamais été aussi sollicité de toutes parts pour des questions éthiques, sociales ou environnementales. Il y a une forêt qui a été rachetée par Ecoprod où ils ont planté, je ne sais plus, genre 25 000 arbres de 200 espèces différentes à Lons-le-Saunier, inspiré du prix Ecoprod. On est un petit milieu où on se connaît à peu près tous, mais en fait, on voit bien que le truc grossit et on voit bien que ça intéresse de plus en plus le grand public. Et à mon avis, le cinéma de demain, les gens seront contents de se dire qu'on va voir un film qui s'est fabriqué en France. Ils seront contents de voir un film qui s'est fabriqué en Bretagne, dans le Jura, comme 20 Dieux ou comme le roman de Jim. Et je pense que demain, la proximité avec le public, elle va être de plus en plus palpable parce que c'est ça qu'on cherche. En fait, on va vivre un cinéma qui se vit et pas un cinéma qui se partage par écran et salle interposée. Et moi, je prône je prône ce truc-là de, ok, peut-être qu'il va se précariser le cinéma, mais on pourra toucher les gens qui regardent les films, et les gens qui voient les films pourront toucher ceux qui les ont faits, et c'est tant mieux. Jean-Marie, le mot de la fin. Non, je rapprocherais le cinéma de la cuisine, parce qu'en réalité, ces histoires-là, le vrai bio ou les vins, par exemple, le seul domaine qui me rend optimiste, c'est tout ce qui se passe avec le vin. Tout ce qu'on a réussi à faire avec les vins. Et j'y pense souvent par rapport au cinéma, parce que c'est des vins absolument incroyables, nouveaux, quand c'est bien fait. Il y a aussi des merdes, mais je trouve que c'est un domaine dans le contemporain où ça s'invente, où c'est des gens nouveaux qui s'en sont emparés, et c'est toujours un nouveau rapport au vivant. Donc voilà, je pense que si c'est une métaphore, ça peut
Pensons au vin quand on passe Pensons au au cinéma, vin. il y a de l'espoir. Bah, c'est sûr que dans cette table ronde et à d'autres moments, certaines choses sont accablantes, terribles, parfois déprimantes. Il y a aussi des choses joyeuses, qui est par exemple effectivement retrouver un certain plaisir du collectif, un plaisir au travail sur les plateaux. Rencontrer des personnalités comme Mathieu, voir des films comme le vôtre ou celui de Pauline. Et puis il y a aussi des sous-onglets dans le réchauffement climatique, comme par exemple la biodiversité. Si le réchauffement n'est pas réversible, la biodiversité l'est. Elle l'est de façon spectaculaire et très rapide. C'est des choses qu'on a pu voir pendant le Covid et qui sont bien expliquées par Dominique Marchais dans son film La Rivière. En même pas un an, après quand on débarrasse les débris d'un barrage, par exemple, on revoit les truites et les anguilles revenir par milliers, voire par millions en à peine un an. Donc ça, c'est quand même quelque chose de joyeux pour les gens qui ici ont des enfants peut-être ou sont jeunes. Donc il faut penser à ces choses-là qui sont joyeuses. Et puis l'écologie n'est jamais qu'une des contraintes parmi toutes les contraintes d'un tournage. Les contraintes peuvent être créatives, comme le disait Pauline au début de l'émission. Donc je pense que c'est peut-être intéressant de focaliser sur ces choses-là. Merci immense à Jean-Marie Larieux. Immense merci à Mathieu. Ça y est, on l'a fait, ça faisait 1 an qu'on en parlait. Et merci à Jonathan qui a pour la première fois présenté avec moi ce podcast. Et à Pauline, du coup, qui n'est plus là. Et à Pauline qui doit être en train de dire bonjour à une salle aux Champs-Élysées en ce moment. Donc je fais le final juste pour l'enregistrement. Ce podcast a été préparé et présenté par Antoine Barraud et Jonathan Choupac, réalisé avec le soutien d'EcoProd, l'association qui accompagne la transition environnementale du cinéma et de l'audiovisuel. Montage son et mixage, Camille Duranton. Thème musical, Didier Dabreu. Merci au Forum des Images et à ses équipes et programmatrices, à l'équipe organisatrice des journées de la SRF, on vous aime, à Raphaël Laforgue et Louane Poineau, on vous aime, au groupe de travail écologie et cinéma de la SRF, à l'équipe permanente de la SRF, à ses coprésidents et coprésidentes. Rendez-vous pour le prochain épisode de l'écologie et la pratique du cinéma.